Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tout le monde. Bienvenue au H de Breakfast du 28 mars 2025, notre 17e H de Breakfast. Donc, ce webinaire est organisé par Bretagne Développement et Innovation pour la filière Bretagne Hydrogène Renouvelable et donc vise à vous donner toute l'actualité de la filière hydrogène en Bretagne, dans le Grand Ouest et également à faire un focus, un coup de projecteur sur des initiatives innovantes et notamment des projets. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux intervenants qui sont Maëlle Goumry de l'INSA et Étienne Rochon-Duverdier de Cachalinge. Et avant de passer à leurs interventions, je vais commencer par vous donner quelques informations générales filières. Je vous précise simplement que Héloïse Joly de Rich Conseil n'a pas pu être présente avec nous. Enfin, on va plutôt décaler son intervention pour le mois prochain ou suivant, et donc elle interviendra sur la thématique de la responsabilité sociale des entreprises et des impacts possibles pour la filière hydrogène. Voilà. Donc, pour démarrer nos propos de ce jour et les informations générales filières, je reviens sur une information. Je vous avais parlé, c'était le mois dernier, de l'étude bassin H2 Grand Ouest qui est engagée par les trois régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie pour travailler l'écosystème hydrogène de nos trois régions. Donc, un mot pour vous indiquer que ça allait un peu vite, que ce travail est engagé. Et donc, ça s'est conclu, enfin, en tout cas, il y a eu une première étape importante de la première phase de travail qui était vraiment une phase d'audit. Donc, on a eu un atelier le 13 mars au Mans avec des acteurs économiques des trois régions qui étaient réunis pour travailler ensemble sur cette première carte d'identité du territoire et nous donner des indications sur la marche à suivre, notamment en termes de maillage du territoire, en termes d'infrastructures de distribution. Et un mot également pour vous indiquer que l'on poursuit ce travail avec une prochaine session qui va se dérouler le 10 avril prochain et qui travaillera plus spécifiquement cette fois les écosystèmes maritimes et portuaires H2 des trois régions. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi directement. Pour chaque région, chaque agence de développement économique est référente. Donc, côté Normandie, ce sera Hélène d'Apremont, avec Pauline Bonnard pour la région. En Bretagne, donc c'est moi-même avec Maximilien Lemaine de la région aussi, région Bretagne, qui suit donc ce dossier. Et au niveau des Pays de la Loire, ça sera Erwan Rio pour la région avec Étienne Castanet pour l'agence Solutions & Co. Voilà, donc le 10 avril. Je poursuis avec une information concernant un événement qui a eu lieu en ce début de semaine, donc Meet for Hydrogène, qui s'est déroulé à Marseille, pour vous indiquer plusieurs petites choses d'importance à ce sujet. Déjà, du point de vue de la région Bretagne, nous avons eu la chance d'avoir une intervention lors de la conférence qui traitait de la sécurité et de la réglementation. Donc, Maximilien Lemaine, région Bretagne, a pu intervenir notamment aux côtés d'Ariane, d'Airbus, sauf erreur, j'ai un petit doute du coup. Vous aviez également la Bureau Veritas et puis la DG AMPA qui était présente. Donc, l'idée, c'était d'échanger plutôt de présenter tout le process de validation qui est nécessaire de suivre pour aboutir notamment à déjà une première étape de validation de l'AIP et puis en vue, bien entendu, de l'obtention du pavillon français pour l'exemple que vous avez sous les yeux, qui est la navette de l'île d'Ar, projet que vous connaissez peut-être également sous le nom de ILIAS. Donc, on a pu justement détailler toutes ces étapes importantes, voir quels étaient les jalons qu'il fallait respecter. Et donc, c'était fort instructif pour l'avancée globale de la filière et la montée en compétence de tous. Petite note, donc, au niveau du planning, le bateau est prévu pour 2028, côté Bretagne. Autre point important concernant Meet for Hydrogène,
Alors vous savez, il y a des Delivery Awards qui sont remis à chaque édition. Donc, Sogestran, notamment avec la barge Zulu 6, a été récompensé. Mais moi, je m'arrête plus spécifiquement là, ce matin sur le 3e prix qui a été décerné à Estebam pour sa barge mythilicole. Donc, vous avez tout le détail du projet qui apparaît là. Donc, il s'agit d'effectuer le rétrofit d'une barge mythilicole avec un moteur combustion interne hydrogène. Donc, ce projet est porté par le consortium Estebam, soutenu par la région Bretagne. Et vous voyez tous les acteurs qui contribuent, qui prennent part à ce consortium, qui sont affichés. Donc, bravo à eux. Et puis, donc on va continuer, bien entendu, en Bretagne à suivre avec attention ce projet. Un mot également concernant la délégation France Hydrogène, pour vous dire que Philippe Boucli, donc président de France Hydrogène, qui était présent à Meet for Hydrogène, a indiqué une sortie probable de la stratégie nationale d'hydrogène pour avril. Donc c'est ce qu'il a indiqué en ce début de semaine. J'en profite pour vous indiquer qu'il y a plusieurs arbitrages qui sont en cours concernant cette SNH. Je vous les place, je vous les indique dans cette slide. Donc, la place de l'hydrogène dans la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, le rôle de la SNH dans la SNH de l'hydrogène pour décarboner la mobilité routière lourde. Également en discussion l'engagement du soutien au projet PIEC, qu'on connaît aussi sous le nom de IPCEI, et puis l'engagement dans la P-Carb Aéro, le soutien à la production par électrolyse et l'accompagnement à l'export. Donc tous ces sujets sont en cours de finalisation et donc normalement pour une sortie de la SNH pour avril. Sachez en tout cas qu'en région Bretagne, nous, on continue à travailler le sujet. Nous avons, pour vous donner quelques repères, le 2 avril, une réunion des délégués régionaux France Hydrogène Bretagne, donc délégués régionaux et délégués régionaux adjoints, sachant que pour rappel, le délégué régional France Hydrogène est Alain Terpent, qui est donc le DG de BDI et qui a un mandat qui a été renouvelé pour les années 2025-2026. Voilà, donc ça, c'était des informations qui étaient plutôt liées à ce début de semaine. Je vous donne aussi des informations plus générales, notamment pour les acteurs de la recherche. Vous pouvez, alors vous pourrez utiliser ce lien quand on partagera les slides pour en savoir plus donc sur un programme bourse et stage de Green Hydrogen pour soutenir les chercheurs qui ont besoin de réaliser leur thèse. Donc, pour tous ces doctorants et post-doctorants, je pense qu'il y a intérêt à regarder de près cette initiative. Une annonce également, le Britannia Day. On vous en avait parlé l'année dernière parce qu'on espérait pouvoir l'organiser à Lorient. On a, d'un commun accord avec Lorient Agglomération l'année dernière, reporté à cette année. Donc, c'est chose faite. Et on est absolument ravis, Région Bretagne, BDI et Lorient Agglomération, de vous inviter à nous retrouver à l'occasion du Britannia Day. Donc, ça sera le 25 septembre prochain à la Cité de la Voile pour un échange donc qui comme à l'instar de ce qui avait été réalisé en 2023 à Saint-Brieuc avec l'aide de la CCI 22. Donc, ça sera le même format d'événement, un cycle de conférences, une zone d'exposition et très important pour nous, un village des solutions avec des solutions de mobilité terrestre, mais aussi, et c'est ce qu'on va pouvoir développer à Lorient, nous serons Boraker en fait tout simplement, vu qu'on sera à la Cité de la Voile, donc des solutions, des bateaux, à minimum un, mais on va essayer d'en avoir plusieurs. Donc Antoine, que vous voyez juste à ma gauche, Antoine Péinac, qui est chargé de promotion communication pour la filière hydrogène, sera votre référent et votre contact pour toute question sur le Britannia Day. Et je pense que sous peu, on va communiquer pour vous envoyer un save the date avec déjà les premières possibilités pour exposer. Pour un panel complet au niveau calendrier, vous pouvez aussi prendre date.
sur le fait que le Mix Tour revient le 15 mai à Brest. Et ça sera donc bien entendu l'occasion de parler décarbonation avec les industriels, distributeurs, logisticiens, transporteurs, chargeurs, etc. Donc EHM notamment sera présent pour une prise de parole. Et puis pour clore un petit peu l'aspect prise de date, on en avait parlé aussi à la dernière édition. Nous sommes invités donc à venir au Canada à Trois-Rivières les 1er et 2 octobre. Alors, on ne voit pas la fin de la date, mais c'est 2025. Donc, pour les personnes intéressées, sachez que nous sommes en train de réfléchir en région Bretagne, mais aussi avec les Pays de la Loire et la Normandie pour avoir un stand. Voilà, en tout cas, les modalités ne sont pas encore tout à fait posées, mais en tout cas, on réfléchit à y aller ensemble, mener une action collective pour nous rendre au Canada. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir vers nous. Et puis aussi, vous pouvez prendre date d'Evolution 2026. Sachez que nous, on a déjà pré-réservé un espace très bien placé, on en est absolument ravis. Donc c'est juste au milieu sur le côté gauche, au milieu, à côté notamment du stand de France Hydrogène. Et sachez que cette année, nous changeons encore de hall et nous serons de pavillon, on dit pavillon. Hall 1. Voilà, hall 1. Donc, ce sera le plus grand hall de la porte de Versailles. Voilà, moi, j'ai pu vous donner des informations générales filières. Si jamais celle-ci vous amène quelques questions, n'hésitez pas dans le chat à indiquer vos questions et puis on pourra y répondre d'ici la fin des interventions. Je vais maintenant céder la parole à nos deux intervenants. Juste pour rappel, si vous avez des questions à leur poser, vous le faites dans le chat et puis on répondra, on aura un temps d'échange tous ensemble à la fin de leurs interventions. Donc, Maëlle Goumri, je vais vous céder la parole. Vous êtes chercheur à l'INSA Rennes, donc laboratoire de la pensée critique, et vous allez intervenir pour nous présenter deux éléments. Déjà, parce qu'avant d'être à l'INSA Rennes, vous étiez à Paris Dauphine, et vous avez réalisé un travail de recherche pour justement faire une photographie de l'évolution de la filière hydrogène en Bretagne. Donc, vous allez nous partager, et on vous en remercie, les éléments de cette photographie avec nous, et puis également revenir sur le laboratoire de la pensée critique qui vient d'être mis en place à l'INSA Rennes et dont vous êtes responsable, pour nous expliquer dans quelle mesure ce laboratoire demain pourra accompagner des projets sur le territoire, notamment au niveau de la notion d'acceptabilité. Voilà, donc, Mel, je vous cède la parole. Merci beaucoup Élodie pour cette introduction et également pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous, d'autant que j'ai suivi beaucoup de H2 Breakfast. Donc j'ai le plaisir de... Alors je crois qu'il y a un écho quelque part. Je ne sais pas si éventuellement un micro à couper. Ah, parfait. Merci beaucoup. Donc du coup, je vais essayer effectivement de vous présenter à la fois le laboratoire et ce qu'on y fait, et ensuite je vais vous présenter des résultats importants concernant la recherche et notamment voir finalement comment est-ce que ça peut éclairer les dynamiques qui sont à l'œuvre en Bretagne. Alors pour commencer, je vais vous présenter le laboratoire dont je ne suis pas responsable mais dont je suis membre et qui a vocation à analyser les liens qui existent entre technique et soutenabilité, en partant un peu du principe qu'il y a une vraie réflexion au moment où les transitions s'accélèrent, de réfléchir à la manière dont cette transition peut se faire de manière juste, équilibrée et réellement soutenable, en intégrant également la dimension territoriale dans les réflexions. Donc c'est un laboratoire qui est tout jeune puisque nous avons été créés en octobre 2024 et c'est un laboratoire qui a débuté à l'INSA Rennes mais qui est désormais également labellisé INRIA. Nous avons une équipe qui est pluridisciplinaire avec Clément Mabi qui dirige cette unité et deux enseignants-chercheurs pour le moment. Donc Sébastien Schulz, mon collègue, qui s'intéresse au low-tech et à l'innovation frugale. Et pour ma part, je suis titulaire de la chaire d'éthique des choix technologiques pour la transition écologique.
Et ce que je voulais quand même dire, c'est que dans le cadre de ce laboratoire, on a vocation à faire un ensemble de recherches qui sont ancrées sur le territoire et qui sont aussi à disposition des acteurs et travailler avec les acteurs. Notamment, les membres de notre laboratoire ont une expérience dans le monde de l'entreprise, soit pour de la recherche-action, soit pour de l'expertise. Et pour ma part, par exemple, j'ai travaillé pour EDF sur l'acceptabilité sociale de l'éolien en mer dans le cadre d'une prestation. Et donc, voilà, notre objectif, c'est pas simplement de faire de la recherche pour la connaissance scientifique, même si c'est évidemment notre travail, mais c'est également de la mettre à disposition des entreprises, de la co-construire avec les acteurs du territoire et de potentiellement pouvoir accompagner les entreprises sur le déploiement de solutions de façon à s'assurer qu'elles soient les plus en phase avec la réalité du terrain et également la réalité sociale que nous sommes spécialistes en tout cas pour accompagner, et également mettre à disposition l'état des connaissances le plus à jour et le dernier qui est disponible, de façon aussi à ce que des pratiques qui parfois ont été basées sur des travaux assez anciens ou des conceptions un peu anciennes puissent également intégrer le retour d'expérience de projets qui sont plus récents. J'en viens maintenant à la présentation à la fois des résultats effectivement du postdoctorat que j'ai fait à l'université Paris-Dauphine dans le cadre du plan France 2030 dont Élodie a parlé, mais également vous présenter un ensemble de perspectives sur les recherches qui s'ouvrent actuellement sur le domaine de l'hydrogène du côté des sciences sociales. Alors, je voulais d'abord partir du constat, mais finalement qu'on fait un petit peu tous, qui est celui d'une conflictualité croissante de la transition écologique, avec, pour la première fois, je pense, avec l'hydrogène, le souhait de pouvoir anticiper au plus tôt les tensions qui pourraient apparaître autour de ces projets d'infrastructure. C'est quelque chose qui est assez nouveau, puisque on a pu voir, par exemple, dans l'éolien, finalement, que la question de l'acceptabilité n'a pas forcément été pensée dès le départ. Et là, c'était une commande, notamment du plan France 2030, que d'intégrer dès le départ ce type d'enjeu pour éviter un certain nombre de blocages qui, notamment en Bretagne, ont pu perturber un certain nombre de projets et surtout créer des frictions à un moment où il n'y en avait pas forcément besoin. C'est également prendre un peu au sérieux finalement ces moments de friction pour voir finalement ce qu'ils peuvent nous dire, quel est finalement le problème qui se pose, qu'est-ce qui fait finalement que les gens sont en opposition avec ces différentes technologies, et partir un peu, enfin en tout cas faire l'hypothèse que ces moments de friction, ils peuvent aussi nous éclairer sur la manière de faire la transition énergétique, et que en apprenant finalement de ce que les gens peuvent nous dire, on peut faire évoluer en tout cas les trajectoires de façon à les rendre les plus soutenables possibles pour les populations. Et plus généralement, il s'agit à travers donc les sciences sociales que je mène, mais c'est quelque chose de très collectif puisque je suis absolument pas le seul à travailler là-dessus, mais d'étudier l'éthique finalement des transitions en partant un peu du principe qu'il ne suffit pas de décarboner pour être soutenable, qu'il ne suffit pas de décarboner pour être acceptable, mais que c'est au contraire toute une démarche qu'il faut la plus exemplaire possible et qu'il faut partager également le plus possible avec la société, car c'est bien pour elle que l'on envisage la transition énergétique. J'en viens maintenant aux résultats que j'ai pu mettre en évidence et que nous sommes en train de publier avec mon collègue Hugo Vosilla, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université de Bordeaux et que je sais être dans la salle. Donc c'est à la fois le résultat de mes recherches, mais c'est aussi le produit d'une réflexion collective et de travaux qui sont eux-mêmes plus collectifs. Mais ce qu'on a pu identifier dans le cadre de la filière bretonne, c'est l'importance des enjeux historiques liés à l'énergie. C'est-à-dire que la Bretagne, c'est vraiment un territoire qui est très spécifique sur les différents enjeux, que ce soit l'opposition au nucléaire, les marées noires et un rapport aussi à la modernité, un rapport aux énergies qui peut être différente dans les composantes négatives ou les externalités négatives qu'elles peuvent faire. Et plus récemment, les différents conflits sur l'éolien onshore et surtout offshore, qui posent des questions, en tout cas, sur comment est-ce qu'une nouvelle filière qui participe à la transition énergétique, finalement, peut s'inscrire dans un territoire où il y a des conflictualités préexistantes. Et donc, c'est pour ça que j'ai spécifiquement voulu étudier la Bretagne, pour essayer de voir finalement quelles pouvaient être les prémices ou les précurseurs, en tout cas, de soucis qu'il faudrait anticiper.
Ce qu'on a noté également, c'est quand même la construction assez originale et le positionnement assez particulier de la filière hydrogène bretonne par rapport à d'autres filières, et notamment par rapport à ce qui peut se passer dans des grands centres industriels, avec d'une part la filiation et la construction de la filière hydrogène en lien avec des actions précédentes, notamment ceux du pacte électrique breton, et qui s'associe finalement avec une politique de sobriété qui est forte et qui est relativement intéressante, là où dans d'autres territoires, finalement, le déploiement de cette filière se fait plutôt avec des objectifs de réindustrialisation ou de verdissement des pratiques de l'industrie. Et de voir que finalement, l'objectif de cette filière, c'est à la fois une flexibilisation du réseau électrique qui se base sur les énergies renouvelables, mais également de décarbonation des usages existants sans forcément chercher à en créer des nouveaux. Et ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique et en même temps extrêmement intéressant, puisque ça permet d'avoir une vision qui est peut-être un peu différente que celle qui est présentée, par exemple, par Aline Nipper dans son livre, dont j'imagine vous avez parlé dans le cadre de ce H2 Breakfast. Et aussi, ce qu'on a pu voir, c'est la recherche d'exemplarité de la filière, avec notamment la recherche de production de valeur en local, qui est vraiment une marque de fabrique et une caractéristique, en tout cas, des projets bretons, et qui intègre finalement une forte dimension environnementale. Ceci étant, ce que l'on peut voir à travers les premières études qu'on a menées, et également en comparaison avec ce qui a pu se passer sur d'autres territoires, c'est que la filière, en tout cas, doit faire face à un certain nombre d'enjeux concernant l'acceptabilité, avec a priori plutôt une absence de conflictualité sur les projets d'hydrogène, c'est-à-dire qu'à ce stade, finalement, on ne voit pas de grande mobilisation contre les infrastructures d'hydrogène, pas forcément de remise en cause par le public, tout en restant très prudent, puisque on parle depuis 2025 et se pose vraiment la question de jusqu'à quand finalement cette filière pourra rester non conflictuelle et finalement où est-ce que cette conflictualité pourrait arriver. Ce qu'on a pu déjà observer, c'est globalement un déplacement de la conflictualité sur la question des infrastructures de production d'électricité, notamment l'éolien, je pense par exemple au cas de Buellon par exemple, ou même du transport. Là, ce sont notamment des cas allemands où finalement la conflictualité, elle intervient pas tant sur l'électrolyseur ou le centre de stockage, mais plutôt sur les tuyaux, sur les différents pipes qui sont nécessaires et qui commencent à poser question finalement. Et donc on voit que la conflictualité, elle existe quand même, mais pas forcément sur les électrolyseurs. Et donc, du coup, ça suppose de se poser un certain nombre de questions sur la manière aussi d'informer, de communiquer et de partager l'intérêt que l'on peut avoir pour l'hydrogène décarboné. Ceci étant, ce que l'on voit apparaître à bas bruit, ce sont des dilemmes éthiques qui risquent de se poser en se basant notamment sur les débats d'experts qui ont lieu au sein de la filière et auxquels il faut se préparer, ou en tout cas commencer à préparer des réponses aux questions et peut-être commencer justement à associer les populations à un certain nombre de questionnements. La première chose, c'est la question de la disponibilité de l'électricité et de l'eau, et en particulier de l'électricité, puisque les dispositifs d'électrolyseurs actuels sont consommateurs d'électricité dans une proportion qui, à l'échelle nationale, pose un certain nombre de questions. Et c'est vrai que on peut se demander aussi, à un moment où l'électricité va également être nécessaire pour d'autres pans de la transition énergétique, comment prioriser ces usages et comment faire en sorte que ces usages soient les plus justes possibles. La deuxième chose aussi, c'est la consommation de matériaux critiques. La filière en est bien consciente. Il y a d'ailleurs de nombreux programmes de recherche dans le cadre du plan France 2030 et au-delà pour essayer d'en utiliser moins, pour essayer d'en utiliser d'autres, pour essayer de les utiliser de manière plus raisonnée. Mais comment est-ce que finalement on peut s'assurer, peut-être à l'échelle de la transition énergétique, que ces matériaux critiques ils sont bien utilisés au bon endroit et pour la bonne cause, sachant qu'ils sont nécessaires pour l'hydrogène, ils sont aussi nécessaires pour d'autres filières. La question de la légitimité des usages aussi que l'on commence auprès des populations à entendre un peu à bas bruit, mais finalement, est-ce que c'est légitime, par exemple, d'utiliser de l'hydrogène pour des usages qui sont controversés ou qui seraient limités à une élite? Ça pose notamment la question de l'aviation qui commence à être controversée, notamment par rapport aux Sustainable Aviation Fuels. Et en même temps, c'est une vraie question aussi de savoir est-ce que finalement, il faut tout décarboner avec de l'hydrogène, et surtout, est-ce que ça
ça reproduit un mode de fonctionnement préexistant ou au contraire, est-ce que ça permet de faire émerger un monde plus sobre? Et aussi, ce que l'on a pu voir, c'est alors ce que j'ai appelé aberrations entre guillemets, hein, mais ce qui est parfois vu comme des aberrations, notamment réglementaires, comme par exemple l'interdiction de transporter de l'hydrogène avec des camions autres que diesel, avec des camions hydrogène par exemple, qui, enfin voilà, peut donner en tout cas une image d'incohérence de la filière. Ces dilemmes éthiques, ils trouvent une réponse dans les approches techniques et notamment les recherches qui permettent d'optimiser, d'être plus efficaces et également de repenser les manières de faire pour qu'elles puissent être plus sobres. Mais elle est aussi sociétale, de savoir finalement ce à quoi on tient dans la société finalement qu'il faut décarboner et peut-être aussi ce qu'il faut accepter de ne pas décarboner ou faire avec moins, faire autrement. Et c'est vrai que l'avantage de la région Bretagne par rapport à d'autres configurations en France, c'est que le déploiement a été fait proche d'usages qui sont collectifs, notamment les bus, les bennes à ordures ou les berges multi-écoles qu'on a pu voir juste avant, par exemple, et articulé avec une politique de sobriété, ce qui laisse quand même à penser qu'il y a un avantage pour ce type de filière. J'en viens maintenant aux perspectives et je m'arrêterai là-dessus. Alors pour vous donner quelques éléments en tout cas sur les recherches que nous continuons. La première, c'est donc une étude sur les enjeux de gouvernance et notamment de la gouvernance régionale qui finalement s'est affirmée dans le cadre de cette filière comme un rôle très important. Je pense en particulier à la région Bretagne mais également aux EPCI, finalement qui ont un double rôle qui est à la fois d'être les premiers clients de l'hydrogène grâce à leurs usages, notamment pour alimenter les bus ou les transports collectifs de manière générale, mais aussi finalement qui sont des soutiens forts à l'innovation et au développement économique et qui en ça sont vraiment des chevilles ouvrières du développement de l'hydrogène en Bretagne. Et ce qui est d'autant plus important à un moment finalement d'instabilité politique au niveau national, notamment liée aux différentes dissolutions et aux difficultés aussi de financement qui sont associées. Et donc c'est vrai que pour nous c'est intéressant de voir comment les leviers de la transition finalement ne se jouent peut-être plus complètement à l'échelle nationale, mais peut-être à une autre échelle, notamment régionale ou locale. L'autre question, c'est aussi de savoir comment est-ce que les politiques nationales permettent ou au contraire peuvent laisser de côté ce type d'approche qui est très territorialisée. Alors, on est toujours en attente de la nouvelle stratégie hydrogène, on verra ce qu'il en est, mais il y a vraiment une interrogation à avoir sur effectivement le risque d'être un petit peu mis de côté à un moment où finalement l'objectif notamment de l'État est plutôt de favoriser les grands projets qui produisent de façon massive, voire internationale, avec aussi des systèmes qui n'ont peut-être pas complètement les mêmes garanties de durabilité, de soutenabilité. Et enfin, les recherches aussi qui sont en train d'être menées, c'est des questionnements qui sont vraiment éthiques pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en discussion avec les populations ces sujets de transition énergétique pour éviter les tensions, les crispations ou même des projets qui peuvent apparaître à certains moments comme en décalage avec les attentes sociétales. Et donc, c'est notamment tout un pan de notre laboratoire qui cherche à faire émerger ces attentes sociétales pour permettre aux industriels et aux personnes de la filière d'y répondre. Et également des questions de justice environnementale pour s'assurer finalement que les inconvénients de la transition écologique ne se concentrent pas sur les plus fragiles et que finalement ceux qui ont eu à payer le prix des énergies carbonées n'aient pas à payer en tout cas les inconvénients de la transition écologique, que ce soit des coûts économiques, des coûts sociaux ou environnementaux, ce qui est un point extrêmement important pour l'acceptabilité de ces trajectoires. Et le tout au plus proche des acteurs et du terrain, c'est extrêmement important en tout cas pour nous de s'ancrer le plus possible proche de la réalité des acteurs et du terrain pour les accompagner dans ces trajectoires. Je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse mon email également si vous souhaitez vous inscrire à notre liste de diffusion, le QR code que nous connaissons désormais bien depuis la crise sanitaire. Tout à fait. Bon, merci Maëlle pour cette présentation très claire. Je prends bonne note donc que le laboratoire de la pensée critique, c'est une équipe donc dirigée par Monsieur Clément Mabi, c'est bien cela. Donc c'est noté. Et également vous évoquiez juste le livre de Madame Nipper. Alors donc c'est le livre de Madame Adeline Nipper, Hydrogène Mania, enquête sur le totem de la croissance verte. Voilà, pour apporter tous les éléments
à tous. Et puis, écoutez, si certains ont des questions à poser ou des remarques, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Alors, je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez normalement le même écran que moi, c'est sur votre droite, et vous avez la possibilité d'écrire tout simplement une petite question. Et là, je vois que, par exemple, Charlotte a déjà transmis des informations complémentaires. Donc, voilà, vous écrivez votre question. On va laisser la parole à Étienne pour qu'il puisse faire la présentation pour Cache à Linge. Et à l'issue de cette deuxième intervention, nous pourrons discuter tous ensemble. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à notre second intervenant, donc Étienne Rochon-Duverdier. Donc, vous êtes arrivé chez Cache à Linge depuis à peu près, vous allez me dire, une année à peu près. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, vous êtes responsable de la recherche et développement dans le domaine de l'hydrogène et vous allez nous présenter les solutions de propulsion hydrogène qui ont été développées pour répondre aux besoins de la réglementation, avant tout, la réglementation sportive de l'America's Cup. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe au-delà de cette épreuve sportive dans l'avenir de ce qui est devenu maintenant le Cache à Linge Lab, donc le laboratoire de Cache à Linge pour la décarbonation maritime. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Étienne Rochon-Duverdier, comme l'a dit Elodie, donc je suis responsable de recherche et développement chez Cache à Linge. Donc, Cache à Linge, c'est une entreprise, c'est ce qu'on appelle une sport tech. Donc, c'est une entreprise qui allie et le sport et la technologie. Donc, la technologie au service des moyens utilisés par les sportifs. Donc, dans notre cas, plus des bateaux. Donc, on a deux entités. On a Cache à Linge Racing, qui est vraiment dédié à la voile et à la formation. Donc, on est engagé sur plusieurs compétitions. On est le support technique, c'est l'entreprise support de l'équipe française sur SailGP. On était sur la dernière édition de l'America's Cup, donc sur la 37e édition. On a une académie de formation, et puis après on a aussi une activité avec offshore, avec des futurs projets de bateaux pour de la course au large, et une autre activité qui est le e-sailing, donc c'est la formation et la pratique de la voile en virtuel. Cache à Linge Lab, donc c'est l'entité qui en fait technique, le support technique de ces bateaux, qui permet de faire naviguer ces bateaux. Donc, on a 4 branches finalement. On a vraiment une partie logicielle qui permet en fait de comprendre et d'analyser correctement les enjeux fluidiques air et mer sur nos bateaux à voile et donc d'augmenter leur performance. Ça permet en fait de designer les bateaux en fonction de contraintes identifiées et donc d'arriver à une performance maximale. On a aussi on a un operating system, on développe nos propres systèmes de contrôle commande qui permettent de gérer nos bateaux, puisque les bateaux que je vais vous présenter juste après, donc c'est plus simplement des winches, voilà, tout est avec des vérins, beaucoup de capteurs, et donc il y a une vraie logique de contrôle commande. Et l'idée est d'être souverain complètement sur cette logique-là, puisqu'il y a 2 enjeux. Il y a l'enjeu purement compétitif, d'avoir la solution qui réponde le mieux aux attentes que l'on a, mais aussi un enjeu sécuritaire, c'est-à-dire sur la maîtrise de data, étant donné qu'on échange avec l'extérieur les données dans certaines applications, notamment pour la performance et pour le test, et donc de protection de ces données pour éviter tout piratage. Enfin, il y a vraiment une partie design qui est là et propre au foil et au shape que peut avoir sur des foils, donc qui est vraiment sur le fait de faire voler les bateaux pour la réduction de consommation. Donc sur des voiliers, ça permet d'atteindre des vitesses assez énormes, et sur des bateaux à propulsion thermique ou autre, hydrogène, ça va permettre une réduction de consommation, exactement comme le fait une isolation dans une maison. C'est avant tout de permettre cette réduction en besoin énergétique pour une mission équivalente 100. Et enfin, donc la partie dont je m'occupe, c'est le développement des systèmes hydrogène. Donc c'est des architectures type hydrogène dans l'intégralité. Donc on va pas développer forcément la coque du bateau, mais nous c'est vraiment tous les internes qui vont aller avec la propulsion hydrogène. Donc on parle de bateaux supérieurs à 10 mètres pour avoir la place quand même et les enjeux du stockage que vous connaissez bien. Donc nous on s'intéresse aux bateaux supérieurs à 10 mètres.
Comment en sommes-nous arrivés là? Donc, l'America's Cup 2024. Donc, Cachalange se positionne sur cette compétition, donc sous la marque Orient Express, qui était le nom de l'équipe pour cette édition. Donc, l'édition 2024. Donc, c'est une course où les voiliers sont dans une aire de course rectangulaire et ils montent et ils redescendent au vent. C'est une course de 20 minutes. Les bateaux peuvent atteindre 50 nœuds en vitesse de pointe, soit en remontant, soit en descendant au vent. Et donc, on parle de 50 nœuds avec 15 nœuds de vent. Donc, c'est des bateaux vraiment à la pointe de la technologie. Et il y avait 8 marins à bord. Et donc, cette compétition s'est tenue à Barcelone. Et c'est dans le cadre de cette compétition, dans le cadre du développement de ces bateaux, que la réglementation avait imposé des bateaux hydrogène. L'équipe, cet été, et en fait, sur toute la campagne, donc c'était 120 personnes. Et, pardon, excusez-moi. L'exploit qui a été réalisé chez Cachalange, ça a été en 2 ans de créer une équipe et de l'amener jusqu'à la course. Cet exploit-là, de créer un bateau aussi en moins de 2 ans, ce qui auparavant n'avait pas été fait par beaucoup d'équipes. Beaucoup de gens n'y croyaient pas, mais c'est ce qui a été réalisé en tout cas par les membres de l'équipe, et donc c'est très intéressant. Et donc par Cachalange, c'est très intéressant de voir que si on veut faire accélérer la technologie et notamment hydrogène, le sport peut vraiment induire cette rapidité, parce que la compétition nous rend un peu plus intelligents, ce qui est d'ailleurs notre devise. Donc pourquoi le projet HSV? Donc cette compétition et ces bateaux que vous avez vus auparavant, ils nécessitent une vraie excusez-moi, je vais juste ils nécessitent un vrai besoin en échange de data. Et donc le bateau, il y a des ingénieurs qui communiquent avec le bateau, les ingénieurs data communiquent avec le bateau à voile, la C75, pour le paramétrer et au mieux reprendre toutes ces données. Et donc aujourd'hui, on suivait ce bateau dans les phases d'entraînement. On suivait ce bateau avec un bateau à moteur, un gros Zodiac de 15 mètres. Donc le nôtre, pour exemple, faisait 1400 chevaux, mais certaines équipes avaient 1800 chevaux. Ce qui est nécessaire pour entraîner en fait un bateau qui passe bien dans la mer et à 50 nœuds pour suivre le bateau lors des phases d'entraînement. Et donc le règlement avait imposé un bateau à foil et hydrogène, dans une logique tout simplement où on prétend décarboner et avancer sur les segments du vélique. Et donc l'idée d'avoir un bateau qui a une consommation énergétique énorme pour faire fonctionner ce bateau à voile n'était pas admise. Et donc le bateau hydrogène a été imposé à toutes les équipes. Il avait donc ces 2 vocations, suivre la C75 pour les phases de données et pour implémenter le bateau, donc emporter les ingénieurs sur l'eau pour suivre le bateau. Et une deuxième vocation, c'est que c'était le seul bateau autorisé dans l'aire de course, pendant les courses, hormis les voiliers. Et donc, il permettait aux différents guests, différents invités, de suivre la course au plus proche pendant les phases de course. Donc, c'est un bateau qui est à 2 moteurs électriques. Donc, on arrive à une puissance de 400 kW. Les moteurs sont en tête de foil. On a un renvoi d'angle et une hélice en fait qui sont sur les mâts foil. Il y a 2 fuel cells, donc ce sont des Rex H2 de 4 qui sont augmentés à 80 kW de puissance. C'est un bateau qui fait 7 tonnes 5. Il a une Vmax, il peut aller jusqu'à 50 nœuds et donc il foil à partir de 24 nœuds. On a une capacité d'emport de 7 personnes plus 250 kg de charge utile. Donc ça permet quand même d'emmener du monde. Et ce qui est surtout intéressant avec ce bateau, c'est qu'à 27 nœuds, qui est vraiment la vitesse de cruising idéale, c'est un bateau qui va consommer en fait 100 kW à 27 nœuds, donc plus ou moins 140 chevaux, ce qui est pour un bateau de cette masse et de ce gabarit-là qui est très intéressant et qui est assez sobre. Et donc le fait d'être sur foil, ça a vraiment légitimé l'utilisation de l'hydrogène, puisqu'on peut malheureusement en emporter moins que du thermique, que de l'essence, fossile. Et donc, le fait on avait 33 kg d'hydrogène. Aujourd'hui, on arrive à plus de 100 000 d'autonomie avec ce bateau. On arrive à faire 100 000 nautiques à 25 nœuds. Et donc, on pouvait faire toutes nos activités. Ça suffisait à faire nos activités avec un plein. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Ce qui n'aurait pas été possible s'il n'avait pas été à foil. En tout cas, pas dans la même durée, dans la même intensité. Et donc cette édition, elle nous a amené en fait à comprendre tous les enjeux, la mise en route de ce bateau qui s'est fait quand même, ça n'a pas été simple puisque ce bateau, il est arrivé en fait début août, il devait être sur l'aire de course le 22 août et il y avait énormément de problématiques
à régler pour qu'il fonctionne en temps et en heure. Donc c'est en 15 jours vraiment que ce bateau a été entièrement débugué et que il a été mis en route, et ça a permis de le faire fonctionner complètement. Donc il y a deux logiques qui sont quand même très contraignantes. Il y a le fait que ce soit un bateau volant, donc ça implique beaucoup de choses sur l'autopilote et la gestion du vol. Et après il y a la logique hydrogène, mais aussi électrique. Et ça, l'hydrogène, c'est pas simplement on met des piles à combustible et l'hydrogène et ça fonctionne. Il y a aussi tout le système électronique de gestion, puisqu'on a quand même des moteurs électriques, on a des batteries tampons. Et donc, il faut compiler avec tout ça pour que ça fonctionne bien et qu'on arrive à à atteindre les puissances qu'on veut et à refroidir correctement. Et bien sûr, là, dans notre cas, c'était un bateau carbone, avec un environnement salin très élevé, puisque le bateau, quand il vole, il produit énormément de brouillard et d'embrun, et donc ça crée une atmosphère très conducteur qui perturbe différents organes électroniques de contrôle-commande. Et donc sur toute la logique sur en fait, le rétex qu'on a obtenu, c'est vraiment quelles sont les parties et quels sont les points de vigilance pour créer des solutions dites de propulsion hydrogène qui soit vraiment viable et qui soit vraiment adaptée à une utilisation professionnelle intensive, qu'elle soit sur des bateaux de transport de personnes, sur des bateaux de pêche, des pilotines, etc. Mais donc ça va s'adresser aussi à du marché professionnel, public, et pas seulement à des petites activités où on ne sort que quand il fait beau. Il faut que ce soit des bateaux véritables tels que le sont les moteurs thermiques à combustible interne aujourd'hui. Fossiles. Donc, on en est venu à l'idée de concevoir, donc ça c'était le point de départ de notre conception, c'était le point de départ de nos réflexions sur l'hydrogène. Et donc, on travaillait en parallèle avec une société qui est Opium, qui initialement faisait des voitures sportives hydrogène et qui aujourd'hui s'est refocalisée sur la production de piles à combustible hydrogène, puisqu'ils créent leurs piles à combustible. Donc, c'est une société française qui aujourd'hui est à Lyon. Et donc, on va développer avec eux la marinisation de la fuel cell, mais aussi du système dans son intégralité. Donc, notre ambition, c'est de créer des architectures types qui s'adapteront aux carènes des différents constructeurs. Et donc, nous, notre professionnalisme, il viendra sur comment designer les internes, comment designer aussi que ce soit des paramètres géométriques, les entrées-sorties d'air, puisqu'une fuel cell consomme beaucoup d'air et donc d'oxygène pour fonctionner. Et donc, tous ces systèmes-là, pour que les bateaux puissent être certifiés et puissent continuer à travailler en tout temps, et amener aussi cette brique de certification et de qualification. Certification purement parlant sécuritaire, mais aussi de qualification de tenue en environnement, donc qui permettra aux usagers de se dire qu'ils ont vraiment une solution aussi fiable que le reste. Pour développer cette solution, aujourd'hui, la première pile va être implémentée sur un Zodiac de 10,80 m, un semi-rigide de 10,80 m. L'enjeu n'étant pas de prouver qu'on peut le faire sur un semi-rigide, simplement l'enjeu c'est d'éprouver au maximum la solution, c'est-à-dire de la sortir l'hiver prochain par tout temps, de vraiment prendre des vagues, prendre des embruns et également prendre des accélérations, puisque les bateaux subissent des accélérations qui sont quand même importantes. On peut avoir des accélérations et notamment des plages de fonctionnement en gîte, etc. Et donc, nous estimons qu'il est nécessaire en fonction de la caractérisation qu'on a déjà fait de cet environnement-là, qu'il est nécessaire d'éprouver d'abord la solution au maximal avant d'annoncer des commercialisations et d'annoncer des systèmes, de vendre des systèmes plutôt, sans avoir un vrai rétex et sans avoir un vrai retour sur leur bon fonctionnement en environnement marin hostile. Donc tout ça, ça nous amène aussi pourquoi on fait tout ce travail, c'est important, c'est dans une logique de souveraineté, c'est-à-dire d'être capable, d'être capacitaire d'énergie, puisqu'aujourd'hui on est face à un empire asiatique qui est plutôt sur le stockage batterie électrique, et donc l'Europe est capable, la France en particulier, est capable d'avoir de l'énergie, de stocker de l'énergie sous forme d'hydrogène, et pour ça on est quand même en avance dans ces domaines-là. Et donc d'exploiter cette brique-là, d'exploiter tout ce potentiel énergétique-là. Et pour exploiter ce potentiel énergétique, on a besoin de solutions, soit combustion interne, soit de piles à combustible qui le transforment en électricité. Et donc on a besoin de gérer l'ensemble de la chaîne de puissance sur un bateau. Et c'est sur ce sur quoi on se prononce, notamment l'operating system, comme je l'évoquais avant, qui sera aussi au service des bateaux hydrogène pour la gestion de l'hybridation en fonction du profil de mission.
et donc hybridation batterie tampon pile à combustible, et de toute cette protection de ces navires qui seront à terme des navires de transport de personnes et des navires de travail, qui devront être protégés et qui ne devront certifier une logique de protection des piratages. Donc tout ça au service de la décarbonation, bien sûr, et des mobilités, de décarbonation des mobilités, avec les objectifs qui sont fixés par les objectifs de décarbonation fixés que vous connaissez tous. Et à terme, donc nous on développe aussi une brique en parallèle avec, on est sur un futur projet de développement de l'hydrogène liquide, donc du stockage et de la consommation de cet hydrogène liquide. Et donc on travaille sur cette logique-là, puisqu'on a bien conscience que l'hydrogène gazeux pourra être rendu possible dans des applications gazeux ou solides, dans des applications bien dédiées plutôt au transport de personnes, où la place sous pont est disponible. En revanche, pour tout ce qui va être des bateaux de travail, quand on va arriver et avec des autonomies plus prolongées, des consommations énergétiques plus importantes, le gazeux ne pourra pas répondre à ces exigences et donc on devra passer sur du liquide. Et donc on anticipe vraiment ce travail en travaillant sur l'hydrogène liquide. Donc si on devait résumer, faites le pourquoi de comment on est arrivé à tout ce travail-là, tout ce travail-ci. Ça s'est fait assez simplement, c'est que nous avons décidé la course nous imposait un bateau, on s'est pas mis dans une logique simplement course et se réfugier derrière des règlements et les clauses que nous avions pour ne pas avoir de bateau sur l'aire de course. On en a profité pour naviguer 28 jours, 400 kg d'hydrogène consommé. Le but était vraiment d'éprouver la solution et non pas seulement de s'en servir que pour les courses. Il y avait eu également un très grand intérêt, ça a été d'amener donc les invités qui montaient à bord de ce bateau, c'était les décisionnaires dans le monde économique et technologique, et donc l'intérêt c'était aussi de leur montrer que ce bateau-ci était actuel, il naviguait, c'était pas seulement un projet, un futur projet qui arriverait bientôt. Il était bien présent, il était bien tangible et on travaillait déjà dessus à l'améliorer, à le rendre robuste et à le rendre fiable. Bien sûr, nous, notre enjeu, c'est pas de fabriquer des HSV à terme, hein, c'est bien de prendre la technologie et tout ce ce sur quoi on a travaillé sur ce bateau pour l'implémenter correctement dans un bateau futur, dans n'importe quel bateau futur. On a aussi vraiment une logique de collaboration sur ces projets-là, puisqu'on a bien conscience des enjeux de la filière d'hydrogène et au niveau réglementaire et au niveau en fait de tout ce qu'on va amener. Là justement, nous étions présents également au salon iPort et on se rend bien compte qu'il y a des pays, notamment comme le Japon avec Kawasaki, qui sont très en avance et qui ont l'intention de prendre des grosses parts de marché sur l'hydrogène. Et nous, en tant que Français, nous, généralement, entreprises françaises et européennes, nous avons l'obligation, sachant que nous avons les compétences et la matière grise pour réfléchir à ces sujets, c'est comme une obligation de nous prononcer sur ces sujets et d'offrir des solutions concrètes, tangibles, qui fonctionnent pour la décarbonation et en particulier pour se prononcer aussi sur ce segment mondial. Donc et après, enfin, le but de ces enjeux-là, c'est de répondre à des besoins réels, réalistes, comme ce qui a été dit juste avant, et pas seulement sur des fantasmes de tout hydrogéniser ou quoi. L'hydrogène, contrairement à l'essence, aux matières fossiles, on doit le produire, on ne le trouve pas sous matière naturelle si facilement, donc il a un coût énergétique alors même qu'on ne l'a pas encore utilisé. Et donc, il faut intégrer voilà tous ces enjeux-là, adapter les profils de mission et réduire les consommations tant que possible. La sobriété énergétique du transport ne se fera pas que sur le produit miracle hydrogène. L'hydrogène consomme de l'énergie pour le produire, donc on ne pourra pas l'utiliser à outrance comme on le faisait avec l'essence. Et donc, c'est bien d'intégrer l'ensemble des solutions, l'ensemble de l'écosystème et la réflexion de l'ensemble de l'écosystème sur lequel Cachalonge travaille. Et maintenant, je vous propose de vous afficher une petite vidéo qui était la vidéo donc, qui a été réalisée du bateau et qui tournait sur l'America's Cup. Et donc on la fera sans le son, donc je pourrais répondre aussi à vos questions concernant toutes vos questions. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis voilà pour la vidéo. Et je vais lire un peu vos questions. N'hésitez, Étienne, à peut-être commenter. Ce que je peux juste indiquer, c'est à un moment vous avez indiqué Rex H2 pour la pile, on peut peut-être préciser que c'est celle d'Energy Observer.
C'est celle, voilà, de la société EODev, c'est bien ça. Donc c'est ça. Ce bateau-là a été créé donc Est-ce que vous pouvez désactiver le micro de la salle? Ce bateau-là, du coup, a été créé par une initiative collective. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce modèle-ci et pas celui d'autres personnes qui en vendaient. Donc ce bateau-là, il a été créé donc par un chantier naval italien qui s'appelle Blue Game. Le designer est un designer français puisque c'est Philippe Briand qui l'a dessiné. Et la solution pile à combustible était celle d'EODev, donc avec leur pile qui à l'époque était pré-marinisée et qui aujourd'hui, ça y est, sont certifiées maritimes. Donc les piles Rex H2. Et donc le bateau a été dessiné autour de ces piles. Et l'idée, de toute façon, étant donné que c'était vraiment la technologie qui existait sur le marché à ce moment-là, nous, on s'était orienté vers cette solution-là, et d'autant plus qu'il y avait quand même ces générateurs qui sont assemblés en France, et donc c'est important, et avec aussi une communication qui est possible d'être faite en français sur les échanges, etc., et sur la mise en route, et ce qui est vraiment ça une grosse valeur ajoutée pour nous, de travailler, de préférer travailler avec des entreprises françaises plutôt que ou européennes, plutôt qu'étrangères, voilà, pour accélérer ces processus de production et cette souveraineté européenne. Et à ce sujet, d'ailleurs, je tiens à préciser que désormais vous êtes basé à Lorient. Et donc ça, c'est important de le souligner, et que ça signifie aussi que c'est un écosystème local qui se développe aussi en Bretagne. Et donc, je sais qu'il y a des personnes de l'équipe de la région qui suivent ces webinaires, et pour souligner aussi l'importance de travailler en local et la possibilité, bien entendu, d'échanger sur le retour d'expérience entre votre propre expérience qui est présentée ce matin et également toute la démarche qui est réalisée par la région Bretagne au niveau de la décarbonation de sa flotte, notamment des navires à passagers, avec un retour d'expérience sur les bateaux, certes, mais également sur la partie station d'avitaillement, qui est aussi définitivement complémentaire et tout aussi important. Donc voilà, c'est important de souligner l'écosystème local. Vous avez des questions, je vous laisse regarder aussi. Alors, il y a des questions qui sont arrivées dans le chat à destination de vous deux. Donc, je prends en remontant. Donc, François Lefebvre de Siam, bonjour à tous. Sur quelle classification êtes-vous? Autocertification avec démarche CE ou réglementation des navires professionnels en lien avec la DGAMPA, CRS local? Est-ce que vous pouvez répondre, Étienne? Alors aujourd'hui, ce navire-là, donc il est immatriculé comme bateau de plaisance. Il est pas immatriculé et pas certifié puisqu'il n'était pas certifiable dans les temps. Et on n'avait pas encore les besoins, sachant que les besoins de ce bateau-ci étaient plus prototypes. En revanche, nous, la logique de travail, étant donné que ça va s'adresser à des bateaux de travail, c'est bien une logique de certification de bateaux professionnels et non pas réglementation de plaisance. Mais donc ce bateau-ci n'est pas certifié comme bateau de travail pour l'instant, mais en revanche, c'est justement tout ce rétex, notamment le rétex du stockage choupon, etc. Donc ce bateau-ci, j'en profite pour répondre à une deuxième question qui était comment est stocké l'énergie. Donc c'était de l'hydrogène stocké à 350 bars dans 4 bouteilles d'hydrogène, et donc approvisionné par une station mobile hydrogène gazeux. Et donc voilà, sur ce bateau-ci, comment ça fonctionnait, et on a une vraie dynamique de se prononcer sur les bateaux de travail, puisqu'à terme, c'est ces bateaux-là qu'il va falloir qui déjà consomment le plus d'énergie parce qu'ils ont besoin d'énergie pour produire de la richesse et pour travailler, et donc pour produire un service, j'entends par richesse, pardon, et donc on va avoir besoin de vraiment se conformer, et on travaille du coup conjointement avec d'autres entreprises, et c'est pour ça aussi cette dynamique de collaboration, je pense qu'elle doit vraiment être abordée. C'est la collaboration autour de la certification, puisqu'étant donné qu'aujourd'hui, il n'y en a pas de texte réglementaire concernant l'hydrogène à proprement parler, et ces textes-là, cette logique de certification et donc d'homologation, si on peut parler comme ça, il va falloir l'écrire avec beaucoup d'acteurs, et il va falloir se mettre d'accord pour que chaque acteur justement puisse se prononcer. Et elle va s'écrire en fonction des enjeux de l'hydrogène et aussi des enjeux des acteurs, c'est-à-dire des besoins qu'on aura sur l'hydrogène et des besoins de travail qu'on aura besoin de faire avec ces bateaux.
Voilà. Quel type d'H2 embarqué? Je ne sais pas si c'était sur la nature même de l'H2. Après avoir aussi. Ah oui, c'était aussi un H2. Oui, c'était un H2. Donc c'était une production d'hydrogène vert sur Barcelone. Donc c'était Air Product qui était en charge de cette Air Product Espagne qui était en charge de l'approvisionnement. Oui, et donc c'était un hydrogène produit en Espagne et donc acheminé par trailer, donc remorque gazeuse, donc bien hydrogène vert. En tout cas, c'est la volonté politique aussi de l'organisation de l'America's Cup d'être sur une logique d'hydrogène vert. Voilà. Merci Étienne. Une question pour Maëlle également, une question de Marc Jaouen, qui travaille à l'Université Bretagne Sud, plateau compositique. Monsieur Gourmy, merci pour cette présentation. Est-ce qu'un modèle participatif, exemple éolienne en Pays de Vilaine, n'est pas un facteur favorisant l'acceptation sociale d'infrastructures énergétiques? Merci pour cette question. Oui, tout à fait, ça l'est. De manière générale, tout ce qui permet d'associer les populations au plus tôt dans les projets, voire même de leur donner des intérêts, y compris, ça peut être des intérêts financiers, en tout cas, est très bien identifié par la littérature comme des facteurs d'acceptation. Peut-être la seule limite que peut avoir ce modèle, c'est son applicabilité et son caractère généralisable, en tout cas notamment aux infrastructures d'hydrogène. Et c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à d'autres modèles qui pourraient être complémentaires justement sur les projets d'hydrogène qui, du fait de leur taille, de leur technicité, permettent pas forcément d'avoir un portage citoyen comme on peut le voir dans les communautés énergétiques par exemple, mais qui pour autant doivent être vraiment en phase avec les attentes d'un territoire. Et donc, comment on fait pour en discuter? C'est encore quelque chose qu'on est en train de réfléchir. Et donc, merci pour cette précision. Michel Graal vous pose également une question, Maëlle. Donc, l'hydrogène en tant que vecteur énergétique a un rôle de stock tampon. Les énergies extensives, photovoltaïques et indirectement éoliennes sont d'origine extraterrestre et l'hydrogène permet de les collecter. Est-ce que cela ne rend pas plus vertueux? Est-ce que ce fait ne rend pas les éléments plus vertueux pour les citoyens? Alors, je pense que, en tout cas, ça a tout pour l'être, mais pour autant, ça se construit dans le dialogue avec les populations. Et ce qu'on a pu voir, par exemple, sur l'éolien en mer que j'avais étudié dans une précédente vie, c'est que ça apportait un certain nombre d'avantages. Pour autant, le constat n'avait pas été partagé. Et peut-être aussi que du côté de l'industriel, il n'y avait pas forcément eu toutes les réponses, en tout cas aux réticences des citoyens. Et c'est vrai que plus tôt on engage ce dialogue pour aussi éventuellement faire évoluer les projets, ce qui permet aussi de favoriser, en tout cas, leur inscription territoriale, et plus ça permet en tout cas de faire un constat qui est collectif. Mais effectivement, en tout cas, peut-être ça me permet de repréciser aussi le positionnement par rapport au livre d'Aline Nipper qu'on citait tout à l'heure et que, Élodie, vous avez bien fait de recontextualiser, mais c'était aussi peut-être pour rappeler que dans les premiers hydrogène bashing, en tout cas que j'ai pu voir et qui en fait commençaient à challenger l'hydrogène sur son côté environnemental, finalement c'est un type d'hydrogène qui se développe notamment plutôt avec des acteurs du gaz et du pétrole finalement, qui reproduit un système enfin en tout cas dans les critiques qui lui sont faites, en tout cas qui aurait tendance à reproduire un système carboné ancien. Là, ce qu'on peut voir, c'est vraiment une recherche de valeurs environnementales fortes, de localisation, enfin ce que Étienne d'ailleurs a rappelé juste avant, et de création de ces écosystèmes. Et ça, c'est pas forcément très connu, et surtout, ça risque d'être éclipsé par certaines visions qui effectivement posent d'autres questions, mais qui sont parfois généralisées à l'échelle de la filière, là où la filière est beaucoup plus plurielle. Voilà. Donc, il nous reste maintenant assez peu de temps donc, pour finir de répondre aux autres questions. Ce que je peux vous indiquer de toute façon, c'est que les slides de cette présentation vont être partagés, ainsi que les coordonnées des intervenants, bien entendu. Je peux également vous rappeler des petits éléments de contexte tels que la législation de l'OMI qui va, notamment pour la partie décarbonation maritime, cadrer encore plus les choses au niveau des carburants. On pourra faire un focus dans une prochaine fois.
un petit info, c'est dans le chat, vous avez vu passer des questions par rapport à tout ce qui est hydrogène naturel en région Bretagne. Sachez qu'une thèse est en cours, des travaux de recherche sont en cours en Bretagne. Au besoin, on refera également un focus sur ce sujet pour la présentation. Enfin, en tout cas, une thèse va redémarrer en septembre en Bretagne. Donc, on n'hésitera pas à vous tenir au courant via ce canal du H de Breakfast sur les avancées en la matière. Donc, pour conclure, aussi, parce que c'est important que vous ayez ça, je vous partage tous les éléments de l'agenda à venir, d'avril jusqu'à juillet. Une chose qu'on a peu évoqué, donc c'est comment aussi le Copart H2 de la région Bretagne qui va se tenir en avril. Donc ça, c'est important de le noter. Vous avez aussi un petit événement en mobilité à la Gacilly. Voilà, les H de Breakfast se poursuivent à chaque fois en fin de mois. On ne manquera pas avec Antoine de vous communiquer très prochainement les programmes des sessions à venir. Et puis, vous voyez les éléments qui déroulent jusqu'en juillet avec les journées France Hydrogène en juillet et notre journée filière. Voilà, il est 9h30. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Je vois que Madame Portal-Célin, vous avez communiqué des questions. On ne va pas avoir le temps d'y répondre. Nous allons bien entendu les transmettre aux intervenants. Ça ne sera pas oublié. Merci encore donc aux intervenants pour leur présentation très riche et aux participants qui nous suivent. À très bientôt.